Merci beaucoup. Alors je vois que nous avons à peine 5 minutes de retard, donc ce n'est quasiment rien du tout. Nous sommes bien dans les temps. Alors nous allons changer un petit peu d'angle d'attaque et de corpus. Alors avec cet atelier intitulé Art visuel, performance des corps entre normes et ruptures. Et donc nous allons écouter dans le cadre de cet atelier deux communications, une première sur un film brésilien et une seconde communication davantage sur des formes d'expression artistique nord-américaines et plus précisément africaines-américaines. Voilà, donc nous allons commencer par donc la première intervention qui est présentée par Sonia Oliveira. Donc Sonia Oliveira est docteur en études cinématographiques et audiovisuelles à Paris 3 et elle enseigne à l'université Gustave Eiffel. Elle a soutenu une thèse sur l'année dernière à Marienbad, le film d'Alain Resnais, et elle a été enseignante sur la faculté de Sao Paulo et a publié des articles sur le cinéma d'Alain Resnais ainsi que sur les enjeux entre cinéma et théâtre. Par ailleurs, elle est formée en psychanalyse et elle est membre des séminaires psychanalytiques de Paris. Alors, je vais lui laisser la parole bientôt pour présenter celle de communication intitulée Bacurau ou le Brésil idyllique des corps émancipés, où elle veut nous parler d'un film brésilien récent sorti en 2019 qui a reçu un prix à Cannes et qui est un film d'ailleurs assez formidable. Donc, la parole est à vous, Sonia. Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je voudrais tout d'abord remercier de votre accueil dans ce colloque, d'avoir accueilli ma proposition. Bon, pour ma communication, je commence par vous dire 2 ou 3 mots concernant la filmographie de Kleber Mendonça Filho, qui est un réalisateur brésilien qui est un des plus importants, on peut dire, réalisateurs du cinéma brésilien contemporain. Donc, Bacurau, c'est un film de 2019 et il s'agit du 3e long-métrage de Kleber Mendonça. Avec ce film, il s'éloigne des conflits autour de la propriété de l'espace, thème prédominant dans ces 2 premiers longs-métrages. Les bruits des récifs, 2009. Il s'agit d'un problème de démarcation des terrains qui va être à l'origine des assassinats et qui va mettre en place, qui va installer le conflit dramatique du film. Ça, on peut dire grosso modo, c'est l'élément déclencheur des bruits des récifs. Avec Aquarius, 2016, Kleber Mendonça Filho, il continue à travailler sur la question de l'espace, mais là, on va être dans une thématique un petit peu plus ancrée dans dans les problèmes du Brésil concernant l'occupation urbaine. Donc, dans ce film, ça sera la violente occupation du marché immobilier des zones des fronts des mers qui vont établir ce conflit dramatique. Donc, cette occupation des zones des fronts des mers, surtout sur la côte nord-est du Brésil, c'est quelque chose qui n'a pas été assez travaillé par les cinémas brésiliens, qui, grosso modo, soit se concentre sur les grandes villes, les mégalopoles, São Paulo, Rio de Janeiro, ou sinon, quand on parle des nord-est, c'est surtout dans les terres. Dans la filmographie de Kleber Mendonça, la question des côtes, ça vient d'une façon très, très intéressante et sans perdre le rapport avec les terres, hein, parce que c'est toujours une question la mer, les côtes et les sertons, les terres. Dans les cinémas brésiliens, d'une façon générale, ce sont les 2 pôles qui
qui vont établir notre filmographie, on peut le dire, notre cinématographie plutôt. Donc, avec ce troisième film, Mendonça Filho, cette fois-ci accompagné de Juliano Dornelles, c'est un travail fait à deux, il revient à un bien plus vital. Ce n'est pas la terre, mais l'eau, s'alignant avec ça sur une tradition cinématographique donnée par le cinéma nouveau. Le cinéma nouveau de Glauber Rocha, de Nelson Pereira dos Santos, de Linduarte Noronha, des années 1960, qui vont avoir tout un rapport avec les nouveaux cinémas, les nouvelles vagues françaises, mais dans toute une autre façon de représenter le monde, et peut-être un petit peu plus proche du néoréalisme italien. On fait beaucoup plus on dialogue beaucoup plus dans les cinémas nouveaux brésiliens, on dialogue beaucoup plus avec le cinéma italien de cette époque, du néoréalisme. Bon, dans les cinémas nouveaux, la sécheresse du sertão est un thème majeur. Ici, on va miser sur l'interaction entre l'homme et la nature, qui est une interaction porteuse de la transformation. Donc, dans Bacurau, on va s'approcher davantage du naturalisme révolutionnaire de Rocha. Le réalisateur, il revisite une représentation chère à l'imaginaire du Nord-Est. Il revient à une image qui est celle des têtes décapitées des cangaceiros. Ça, c'est un fait réel. L'État brésilien a effectivement décapité os cangaceiros, qui c'était un groupe de justiciers qui terrorisaient les paysans de la région du Nord-Est, du sertão, dans les années 30. Ils ont été exécutés pendant le gouvernement de Getúlio Vargas. Renversant sa logique, ce n'est plus l'État, dans Bacurau, ce n'est plus l'État qui élimine les locaux devenus pilleurs, nomades, mais des insurgés. En Bacurau, il s'agit des insurgés qui suppriment l'État corrompu et ses sbires. Bacurau semble vouloir réélaborer cette histoire, non pas l'histoire du passé, parce qu'ici, dans Bacurau, il est question de l'avenir. Il faut qu'on sache que dans Bacurau, nous sommes dans un temps du futur. On est dans une époque, c'est une dystopie, on est dans une époque, dans un temps post-Lava Jato. Lava Jato, cette opération échouée, c'est évident car la corruption de l'État ressurgit intacte dans le film. On comprend, voilà, même dans les films, l'opération Lava Jato, elle a échoué parce que la corruption, elle est toujours là. Alors, un autre lavage express se met en place. Et c'est hélas un bain de sang, ce qui s'ensuit. Ce n'est pas l'État qui exhibe l'affreux trophée, mais une armée de caboclos, mamelucos et cafusos, pour utiliser ici une nomination des races, utilisée au Brésil jusqu'aux années 2000, si ma mémoire est bonne, qui vont l'emporter. La thèse dans les films est cohérente, bien qu'elle trébuche lors de son développement par-ci, par-là, en s'appuyant trop fortement sur un dualisme racial. Il y a les Blancs qui sont méchants, très très méchants, inhumains même, et il y a les afrodescendants, les Noirs, qui sont les victimes et qui sont gentils. Même quand ils tuent, il y a toujours une raison, politique. Bon, concernant les films, que la suite nous surprenne, la suite de cette trilogie, telle que ce magistral troupeau de chevaux qui vont traverser la nuit dans une des séquences du film. Bien, mais dans Bacurau, ce n'est pas le Brésil réel, mais c'est tout comme si on se focalise sur les ressentis qui s'en dégagent. Parce que, voilà, le film en 2019, c'était avant la pandémie, on était très touchés par tout ce qui est spécial au Brésil, toutes les absurdités avec la prise du pouvoir de l'extrême droite. Tout est vide et désolation. Ou presque, on peut le dire, car la nature, celle des humains y comprise, résiste.
Bon, le film a eu le prix du Festival des Cannes et comme j'ai déjà dit, c'est une dystopie aux allures des Mad Max, hein. On mélange beaucoup il y a beaucoup de dialogues avec tout ce langage de ces cinémas des années 80. Et ça se déroule dans un petit village homonyme, encastré dans les plaines brousseuses d'où certains Brésiliens. Bacurau, le nom de la ville, est rayé de la carte. Tout d'un coup, le village disparaît, il n'est plus représenté sur Google Maps. Le village sert de décor à un bras de fer entre ses habitants et le pouvoir politique local. Et il anticipe un pays post-Bolsonaro, comme j'ai déjà avancé, et le film, croyez-moi, il l'infinit une fois pour toutes avec Stefan Zweig. Non, le Brésil de la postérité, ce n'est pas la terre de l'avenir, mais un monde infernal où certains s'adonnent à une partie de chasse avec des enfants comme proie. Les pronostics sont mauvais. Cela s'annonce déjà sur l'écriteau à l'entrée de la ville, donc les messages de bienvenue, ils rivalisent avec le dernier adieu, hein, parce qu'on arrive à l'entrée du village, on a un message qui dit Bacurau va en paix. En fait, on est dans une ambivalence stagnante. On ne sait pas s'il faut y aller ou s'il faut partir parce que va en paix, c'est un salut qu'on donne souvent aux morts. C'est un dernier adieu. Donc, il y a déjà à l'entrée cette ambivalence stagnante. Donc, comme dans les vieux westerns, on comprend vite que la mort y règne. Une force centripète s'impose dans le film, attirant tous les corps vers la terre. C'est tout d'abord l'enterrement de la matriarche du village, l'événement déclencheur de la trame qui va provoquer le retour de Thérèse, jouée par Barbara Coley, sous ses terres natales. Donc ce sera pourtant le rite d'enterrement légué d'une culture ancestrale, dans sa forme comme il est fait, qui resserra les liens entre la communauté, la conduisant jusqu'au grand final. C'est la mort rétablissant en quelque sorte la vie, la pulsion des morts, c'est succédant à la pulsion des vies. L'eau est l'objet convoité, les blancs étrangers, mais aussi des natifs issus, il est fort probable, hein, on peut supposer, des politiques publiques, des blanchissements de la population, politiques publiques mises en place après la fin de l'esclavage, à la fin du Xe siècle, où une deuxième vague d'émigration européenne a été invitée par les autorités locales pour blanchir, pour mélanger, c'était une politique hygiéniste, pour mélanger les Noirs, une fois libérés, avec les Blancs pour qu'ils puissent, dans la façon de voir du pouvoir local, enfin accéder à la soi-disant civilisation. Donc, ces personnages blancs qui agissent, hein, avec les étrangers, ils vont entrer dans un conflit avec les locaux, qui sont des Noirs et des Métis, pour dans cette lutte pour prendre l'eau, parce qu'il s'agit d'un détournement, on veut dire ça, du flux de l'eau. Hein, voilà, le village il est privé d'eau et l'eau elle va dans une autre direction. Ce n'est pas très clair, mais bon, ça importe peu. On assisterait à une ultime colonisation, cette fois-ci menée par des concurrents équipés des drones et téléguidés par une centrale à distance. Contrastant avec ces gadgets et dispositifs de communication, la mise en valeur de l'héritage culturel des ancêtres y ressort. On va d'un capital belliqueux, les haches indiennes, tromblons hyperpuissants, aux herbes hallucinogènes, passant aussi par la familiarité du terrain et les savoir-vivre de ses habitants, dont le quotidien est sans cesse réinventé. Un exemple emblématique de ce dernier est la séquence sous Domingas, sous une des dernières séquences du film, en fait, sous presque
dernière partie. Sonia Braga, l'actrice qui a joué aussi, qui est la protagoniste du film précédent, Aquarius, elle va essayer de séduire Michael, joué par Udo Kier, en cherchant à les faire capituler via l'euphorie, en lui donnant des herbes, bref. Bon. Il y a un mouvement vers le centre qui est poussé à l'extrême dans les dernières séquences par l'engouffrement des corps. Certes, le dénouement de la trame, celle du film et peut-être aussi celle du Brésil, passe peut-être par cette descente aux couches les plus profondes, aux viscères de la nation, à ses mythes fondateurs, ce qui n'est pas sans rapport aux représentations brésiliennes des races et des sexualités. Le film parie sur une résistance idyllique et sanglante, dont les enjeux suscitent la question: comment s'en fait-il ces corps qui font tomber les têtes du pouvoir corrompu? Eh bien, ces corps, ils semblent être hors normes. Ici, on dirait que c'est l'acte performatif ne se courbe pas aux itérations. Grosso modo, les itérations genrées en font défaut. Aussi, le respect aux individuations est en apparence la règle d'or dans Bacurau, hein, je parle du film du village, soumise elle-même à une loi première, celle de l'équilibre social et du bien commun. Bacurau est une société inclusive. Le sujet se nomme, ainsi que ses fonctions dans la société, il se nomme à sa guise. Ceux qui vivent du commerce sexuel, ils travaillent à côté de ceux qui vendent les herbes ou qui vendent des friandises locales. Les corps dénudés des adultes sont là dans la possibilité du champ visuel des enfants qui, eux, ils s'intéressent à d'autres jeux. On comprend vite le portrait dressé par le film. À Bacurau, on est mâle ou femelle, mais le genre, toute une autre chose, ne se manifeste que plus tard. Le genre où on en déduit est poussé par le réel, mais l'ordre symbolique l'incorpore à Bacurau sans épouvante. L'illustration de ce tableau, elle apparaît chez le personnage Lung, qui est incarné par l'acteur Silvério Pereira. Il est à la fois il et elle. Les uns les disent au Lung et les autres à Lung. Le genre du pronom personnel n'a pas d'importance, pouvant être employé sans distinction précise pour s'y référer au même corps. Le ou la vont pointer la même matérialité. Le corps lui-même semble d'une part avoir tranché la question. Le corps, lui-même, il semble d'une part avoir tranché la question lorsque Lunga annonce je ne suis pas fatiguée et je não estou cansada. D'autre part, en ce qui concerne sa forme socialisée, dans ses codes vestimentaires, où les extensions des cheveux blondis composent avec des vernis, des ongles, des piercings, mais aussi des rangeurs en cuir, des tatouages. En revanche, à la différence des autres habitants des Bacurau, on ne sait pas qui est ou sont les partenaires sexuels des Lunga. On comprend qu'il y a une forte relation entre Lunga et Pacote, ou plutôt Acácio, dit Pacote, surnommé Pacote, qui est joué par Thomas Aquino. Le seul village, en fait, on comprend qu'il y a une forte relation entre Lung et Pacote, qui est le seul au village à connaître l'endroit précis de la cachette de Lunga lorsqu'il est exilé. En effet, Lunga est le leader qui va entamer la résolution du conflit. Évoqué dès ses premiers plans, il ne surgira presque à la fin de la deuxième moitié du film. Lunga est un trop-plein de libido qui envahissant le récit avec l'intensité d'un bolide. Incarnation même de la pulsion des vies, bien que son action, comme j'ai déjà dit, soit meurtrière, le personnage est la force réparatrice qui secoue Bacurau en la faisant sortir par son propre trou de son inertie. Il a une sorte d'identité presque surnaturelle. Il va corriger Freud en montrant que le diable est aussi féminin ou bien transgenre, car l'enfant le plus illustre, on peut dire, des Bacurau, et on peut dire qu'il est un hybride qui va effacer les frontières, comme j'ai décrit auparavant. Il a les traits dans sa matière, dans sa forme
hein, dans sa esthétique, dans son apparence, il y a les représentations qui sont très souvent associées au masculin, mais aussi des marques, des codes qui sont très souvent associés au féminin. Ce n'est pas par ailleurs seulement la démocratie raciale, l'heure qui pendant des décennies a masqué le racisme brésilien, qui semble être enfin devenue réalité, mais aussi la démocratie sexuelle où trans, bi, homo et hétérosexuels évoluent dans un décor sauvage où le commerce amoureux regagne sa place des choses naturelles. Bacurau est en effet une sorte de quilombo élargi, quilombo, les communautés formées par des esclaves réfugiés dans le Brésil colonial, où les différences échappent aux valeurs hiérarchisantes coexistant dans la joie. Bref, sur l'aspect de la diversité, c'est un Brésil comme on a toujours cru qu'il l'était. Avec Freud qui dit libido, avec Freud qui dit libido dit force, énergie masculine, du fait même qu'il s'agit de quelque chose qui se met en marche et dont l'organe mâle inspirerait la représentation. Cela est un postulat de la psychanalyse qui n'a pas été mis en cause pour les psychanalystes féministes, même, comme Hélène Deutsch par exemple. En revanche, à la fin du exposé de Françoise Dolto, voilà, Françoise Dolto, qui est connue par l'association qu'elle fait toujours entre la femme et la maternité, hein, mais voilà, Françoise Dolto, à la fin du colloque international des psychanalystes sur la sexualité féminine en 1960 à Amsterdam, bon, Jacques Lacan l'aurait dit à la sortie, à la fin de son colloque, eh ben, pour parler comme tu parles, tu es culotté, sans en préciser à quoi il se référait. Hein, et Dolto elle-même, elle va commenter ça dans d'autres situations où elle dit on ne sait pas exactement de quoi il parlait. Bon, il se trouve que dans la communication de Dolto, qui était un vaste rapport sur la libido féminine à partir des faits observés dans sa clinique auprès des enfants et des femmes qu'elle recevait en consultation quotidiennement, un constat pourrait probablement être à l'origine du commentaire de Lacan et peut-être du silence dans lequel le texte de Dolto a sombré pendant toutes ces années. Dolto, elle va dire la libido, en tant que force inconsciente, ne peut être que féminine. C'est beaucoup, voilà, c'est un impact. Hein. Et surtout dans un colloque sous la sexualité féminine où il n'y avait que des hommes. Dolto, elle serait la seule femme qui intervenait. Alors, je vais m'arrêter là et je vais lancer un extrait du film qui va durer quelques secondes. Et là... Oui, c'est bon, ça marche. Bon, je vais avancer un peu. Là, on a un corps qui sort, la mort, les enfants qui jouent, qui sont dans un autre monde à jouer de leur jeu. La prostituée qui travaille,
une queue, puis voilà, les clients sont et là, excusez-moi l'escale, mais là, il y a une préparation de la guerre qui va venir après. Donc, les habitants ils se mettent à jouer de la capoeira, à s'entraîner avec cet art martial brésilien. Et voilà, donc là, et on va commencer à creuser la terre. Voilà, ce sera une stratégie de guerre. Je vais juste revenir un petit instant pour qu'on comprenne un peu. Voilà, juste peut-être une minute encore, parce que le temps s'écoule vite. Voilà, là, il y a passé avant, hein, une séquence avant où Pacotte va dans la cachette très éloignée, comme était les Finlandes, hein, à l'époque avant l'abolition de l'esclavage au Brésil. Les communautés, elles étaient cachées dans la forêt. Et là, il y a Pacotte qui connaît la cachette de Lung. Là, c'est Lung avant son retour, bien sûr. Là, il est dans sa cachette. C'est un temps avant. Il y a cette bande sonore, elle indique en amour, quelque chose de romantique. Mais ce n'est pas très clair le lien entre les deux personnages, mais ça n'a pas d'importance. Il y a aussi une référence au donjon de la princesse, parce qu'il y a Lung qui est emprisonnée en quelque sorte dans sa tour. Là, il va lui demander de revenir, et c'est là qu'il revient pour mettre en place une stratégie d'affrontement. Merci beaucoup pour cette présentation, puis pour ces séquences tirées, ces quelques extraits tirés du film. On a pu notamment voir quelques-uns des moments les plus forts de ce film vraiment étonnant.